Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec le général Vincent Desportes, spécialiste en stratégie et leadership, et l'auteur de Devenez leader, publié aux éditions Odile Jacob. Jacques Chirac disait qu'un chef est fait pour cheffer. Une formule qui sous-entend que le leader se contente de donner des ordres. Or, le leadership est un art autrement plus délicat et subtil. Effectivement, un bon leader demande de connaître à la fois le cœur et la psychologie humaine. En commençant par la sienne, comme nous l'avions vu avec le professeur James Teboul lorsque nous avions abordé la question des biais cognitifs. Cheffer n'est pas si simple, d'autant plus que les incompréhensions autour du leadership sont nombreuses. Alors comment définir le leadership ? Quels sont les préjugés et les stéréotypes qui entourent le leadership ? Qu'est-ce qui fait un bon leader ? Afin de mieux comprendre l'art subtil du leadership, nous recevons aujourd'hui le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et actuellement professeur des universités associées à Sciences Po Paris, expert auprès de l'Association pour le progrès du management et président du cabinet de conseil Stratforce. Il est également l'auteur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, Devenez leader, publié aux éditions Odile Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Alors, général Vincent Desportes, bonjour. Avant de commencer, comment dois-je vous appeler ? Mon général, monsieur ou Vincent ? Alors, sûrement pas mon général, parce que mon général, c'est l'appellation d'homme à homme. Et une femme, si elle veut appeler un général par son grade, elle l'appelle général. Mais si vous m'appelez Vincent, ce sera parfait. Super. Alors Vincent, comment définissez-vous le leadership ? Alors, c'est difficile de définir comme ça. Je sais ce que doit produire le leadership. Le leader est quelqu'un qui va conduire les femmes et les hommes qui lui sont confiés vers une ambition dont il estime qu'elle est bonne pour eux. Alors pourquoi est-ce que moi je suis devenu un passionné de leadership ? C'est parce que je suis un passionné de stratégie. Et ce que j'ai compris, c'est que la stratégie ne servait à rien si elle n'était pas accompagnée du leadership. Je donne comme définition de la stratégie, c'est vouloir et faire vouloir. Et faire vouloir, c'est l'objet du leadership. Et donc, comme chef militaire, j'ai bien compris qu'on ne commande pas les hommes en cheffant, justement, mais en créant les conditions de leur adhésion à l'ambition commune. Alors, qu'appelez-vous le leadership universel dans votre livre ? Le leadership universel. Ouais. Alors, je ne sais pas si je parle de leadership universel. Moi, je crois qu'on devient leader, en tout cas, quand on a compris comment fonctionnaient les femmes et les hommes. Et on passe sa jeunesse à penser que les femmes et les hommes réagissent d'abord avec leur cerveau, et on comprend assez rapidement que ce n'est pas le plus important. Et que les décisions humaines, elles sont beaucoup plus le fait du cœur et des tripes. Et donc, le leadership universel, s'il y en a un, c'est quelqu'un qui comprend le fonctionnement de l'être humain et qui comprend bien qu'il doit créer du désir. On se rappelle que Spinoza disait que l'homme est désir et Rousseau disait que, au fond, ce qui faisait avancer l'homme, c'était l'émotion, c'est pas la rationalité. Et donc, il va falloir créer ce petit quelque chose dans le creux ou dans les tripes qui fait que les êtres humains vont avancer vers l'ambition que vous avez et qui vous semble également bonne pour eux. Alors, vous dites dans votre livre que Churchill et De Gaulle n'ont pas toujours été de grands leaders. Pourquoi ? Alors, je dis également que le leadership, c'est une affaire d'adéquation. Il faut que je sois, pour être un bon leader, que je sois en adéquation avec mon époque et avec les femmes et les hommes qui me sont confiés. Et à un moment donné, on a la rencontre d'une époque, d'une mission, d'une certaine culture humaine et d'un leader. Ça donne Napoléon. Mais est-ce que Napoléon serait aujourd'hui un grand chef d'entreprise ? Personne ne le sait, même s'il a été le plus grand général qui ait jamais existé. Et vous avez raison, De Gaulle est un homme absolument extraordinaire, en particulier évidemment au moment, pas que, mais au moment de la France après la défaite de 40, parce qu'il va créer quelque chose qui va lui faire emmener des centaines de milliers de femmes et d'hommes derrière son projet, parce que il arrive à les persuader que c'est leur bien à eux finalement. Mais quand il rentre en France, en 44-45, il n'est plus un bon leader. Et d'ailleurs, il quitte la vie politique. Et Churchill qui a été
pas un très très bon leader. On se rappelle la part importante qu'il a prise dans l'échec de Gallipoli en 1915. Il devient un leader gigantesque. C'est même le leader de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, il va être élu. D'abord, il va pas rester dans son poste de Premier ministre. Et puis, quand il sera à nouveau Premier ministre une dizaine d'années plus tard, il sera mauvais. Donc, on est en adéquation. Ce qui veut dire que le bon leader est quelqu'un qui comprend, qui se préoccupe des autres, qui voit comment ils fonctionnent. Je dis aussi dans mon ouvrage qu'on ne peut pas commander des galériens dans une galère romaine comme on dirige des Français au XXIe siècle à Paris. L'espèce humaine a changé, la façon de voir la vie a changé. Et puis, ce qui est difficile pour un leader, c'est de bien comprendre qu'au fond, il n'y a pas de collectif devant lui. Le collectif, il est fait d'individualité. Et au fond, le leader doit bien comprendre que chacun est différent. Et c'est sa grande difficulté, c'est qu'il dirige un collectif, mais que ce collectif est fait de personnes uniques, non universelles. Et que justement, il doit s'intéresser, se préoccuper de chacune de ces femmes et des hommes pour arriver à en constituer un collectif et à emmener ce collectif vers l'ambition dont il a la charge. Alors pourquoi le leader n'est pas un super-héros ? Pourquoi le leader n'est pas un super-héros ? Alors, il peut être un super-héros, mais ce que je dis, c'est que ça n'est pas la condition nécessaire et suffisante. C'est pas parce que vous êtes beau, grand, la mâchoire carrée et le regard bleu que vous savez diriger. Il y a même des tas d'exemples contraires. C'est une image, mais c'est l'image des films hollywoodiens. Le super-héros, d'abord le leader, est d'abord une femme ou un homme, parce que le problème de leader, c'est que c'est un terme masculin, alors que comme le quotient émotionnel est extrêmement important dans la qualité du leadership, les femmes sont très largement d'aussi bonnes leaders que les hommes, parce que elles ont cette qualité qui est peut-être plus développée chez elles qu'elle l'est chez nous. Et donc, le super-héros, c'est celui qui commanderait de manière innée. Ça n'est pas inné. Ça se travaille, le leadership. Ça se travaille. Mais même au contraire, au début, on se trompe. On fait appel au cerveau de ses collaborateurs ou de ses soldats. Et puis on comprend que c'est pas ça qui marche. Et donc, au fond, le leader, c'est celui qui abandonne ce mythe de super-héros et arrive à comprendre petit à petit, dans la douleur, échec, succès, erreur, je continue, j'avance, qui arrive à comprendre comment on peut arriver à extraire le meilleur, parce qu'il s'agit bien de ça, de la ressource humaine qui vous est confiée pour parvenir à un résultat. Alors, vous dites qu'effectivement que le leadership se travaille et en même temps, vous affirmez que la bonne subordination est naturelle, qu'elle ne s'impose pas, elle se donne. Comment et pourquoi ? Elle se donne justement. Alors ce que je dis, c'est que je peux pas imposer. L'être humain est libre. Sartre nous le dit dans L'être et le néant. L'homme est condamné à être libre. Et l'homme libre, on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose. Donc à la fin, l'homme libre va vous donner son obéissance. Vous ne pouvez pas exiger l'obéissance. Et donc, un des leitmotifs de mon livre, c'est que le leader est quelqu'un qui crée les conditions de l'adhésion, de l'obéissance. Voilà, le leader est quelqu'un qui crée. Et je prends l'exemple évidemment de l'équitation. Moi, j'ai été officier de cavalerie, j'ai été équitant d'obstacles d'assez bon niveau. Et j'ai bien compris que votre monture, votre cheval n'a absolument pas envie d'aller passer les obstacles avec vous. C'est pas naturel. Dans un champ, il évite les obstacles. D'accord ? Et vous allez le mettre dans des conditions qu'il va vous donner. Et dans mon expérience de la direction des hommes, mais également de l'équitation, j'ai retenu quelque chose, c'est que diriger, ça ne peut pas être contraindre. Diriger, c'est obtenir. J'obtiens des femmes et des hommes qui me sont confiés, qu'ils acceptent ou qu'ils veuillent aller avec moi là où je veux les emmener. C'est pour ça que nous, militaires, on a même cette phrase du général Frère qui dit « j'obéis d'amitié ». J'obéis d'amitié. J'obéis d'amitié. On va avec, on a envie d'aller et donc je dois créer l'envie. Le commandement par ordre, si vous voulez, ne marche pas. Le travail, c'est bien de susciter. Je ne peux pas imposer l'adhésion. Je vais susciter l'adhésion par un certain nombre de méthodes et en particulier par le rapport que je vais avoir aux autres. Et j'en parle dans mon ouvrage, mais on en parlera peut-être après. Le leader aime les gens qu'il dirige. L'humanisme, je dirais, est une qualité sine qua non, absolument nécessaire du leadership, si on veut, dans la durée,
amener les femmes et les hommes qui nous sont confiés à se dépasser pour aller vers notre ambition qui est devenue commune, la nôtre et la leur. Alors, vous dites effectivement que le leader aime les gens qu'il dirige. Comment doit s'exprimer effectivement cet amour pour obtenir l'adhésion ? Alors, je crois que la première chose, c'est l'amour, c'est le respect. Celui qui aime, respecte. Et je dois respecter. Dans le leadership militaire, le respect est une condition fondamentale. Je dis que ce qui est frappant dans les relations entre militaires, et ça se voit pas trop l'extérieur, parce que on a un langage qui est un peu rugueux, on a des comportements qui semblent également rugueux, un peu durs, mais qui ne le sont qu'en surface, si vous voulez. Un des principes fondamentaux, c'est ce que j'appelle l'égalité en humanité. Nous sommes des humains, nous portons des galons différents. C'est pour ça que nous pensons que chez nous, il n'y a pas de fonction subalterne. Nous sommes tous égaux. Sur un bateau, celui qui manœuvre la barre, il est aussi important que le capitaine de vaisseau qui est en haut, parce que s'il manœuvre mal la barre, de toute façon, le bateau n'ira pas là où il doit aller. Ou chez nous, celui qui tire à la mitrailleuse, s'il fait mal son boulot, de toute façon, l'ordre du général n'aura évidemment aucun intérêt. Donc, nous sommes égaux avec des fonctions différentes. Quand un deuxième classe rencontre un général, il se met au garde à vous, il se met tout droit, il salue correctement. Le général fait pareil. Je te respecte, je te rends ton salut de la même manière que tu me salues. Et ensuite, on va chacun avoir sa fonction, je vais te diriger, etc. Mais nous nous respectons en tant qu'être humain. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Je dois voir dans les yeux de celui qui me dirige la considération, non seulement pour ce que je suis en tant que collaborateur, mais ce que je suis en tant qu'être humain. Comment un bon leader partage-t-il sa vision et mène son équipe ? Alors, écoutez, moi je crois que c'est cette formule que j'utilise souvent, qui est de créer les conditions. Je ne peux pas imposer, donc je crée les conditions. Le bon leader, c'est celui qui sait que son problème, c'est de créer les conditions. C'est pour ça que je suis seul à le dire, mais je pense que les autres le pensent, que le préfixe le plus important en management, c'est le préfixe auto, A-U-T-O. Pourquoi ? On dit dans beaucoup de livres de management, vous devez donner du sens, vous devez faire adhérer. Mais stupidité, vous ne pouvez pas donner du sens. C'est le collaborateur qui, à partir de ce que vous allez dire, crée quelque chose qui a du sens pour lui. Vous ne pouvez pas faire adhérer. Vous pouvez le mettre dans de telles conditions qu'il adhère finalement en l'ambition parce qu'il comprend qu'il a d'ailleurs un intérêt à cette ambition. Donc, le bon leader, c'est ça. Je ne peux pas imposer. Donc, je crée les conditions de l'auto-motivation, de l'auto-responsabilisation, de l'auto-engagement de mes collaborateurs. Et on a derrière cette idée ce que disait l'Américain McGregor, qui distinguait le management mécanique, je crois qu'il appelle ça comme ça, du management agricole. Il disait, si vous tirez sur une plante, si vous tirez sur une rose pour la faire pousser, de toute façon, elle va casser. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de planter vos graines avec suffisamment d'espace pour qu'elles puissent s'épanouir, être heureuses là où elles sont, ce qui est fondamental également. Et derrière, votre travail à vous, c'est d'arroser, c'est de mettre de l'engrais, et elles vont auto-pousser. Vous les obligez pas à pousser, mais elles vont auto-pousser. Et c'est tout à fait l'image du tournesol qu'on voit. Le tournesol, si vous l'arrosez bien, si vous mettez l'engrais, le matin, il va se tourner naturellement vers le soleil. Puisque les modèles et les règles ne peuvent définir ni le bon leader, ni le leadership efficace, comment décrire l'un et l'autre ? Il est raisonnable de partir de la définition courante du leadership, la capacité à mobiliser les ressources des collaborateurs pour atteindre des objectifs fixés. Mais à condition de comprendre que le leadership ne peut rien imposer à l'irréductible liberté des êtres humains. Nul ne change les comportements par décret, comme le disait le sociologue Michel Crozier. En revanche, vous obtenez ce que vous souhaitez si vous installez le contexte susceptible de les engendrer. Il s'agit donc de faire advenir, de créer les conditions de l'engagement individuel au service de l'ambition collective. Il ne s'agit pas de viser directement le résultat, l'engagement, mais de fertiliser le terreau et de faire germer. Dans les organisations humaines, les résultats sont en fait des résultantes. Cet ouvrage doit tout à mes 40 années d'expérience managériale, militaire et civile, dans des circonstances variées, à mes succès, à mes échecs,
à mes blessures aussi. Donc, aux leçons sur l'art du leadership que leur conjugaison a peu à peu tissé. J'y ai consolidé des convictions que je partagerai avec vous et dont je livre d'entrée les plus fortes. La première est résolument optimiste. L'être humain est capable du meilleur, s'il est placé dans les conditions de le produire. Y croire permet aux armées de faire des choses impensables à leurs soldats et à des hommes ordinaires de devenir des héros parce que les conditions en avaient été créées. La deuxième conviction, sereinement réaliste, fonde la sociologie des organisations. Avant d'en reconnaître sur le terrain la profonde vérité, je l'ai emprunté à Spinoza, pourtant le plus rationaliste des philosophes, le désir est l'essence de l'homme. Oui, les femmes et les hommes font ce qu'ils font parce qu'ils ont envie de le faire. À moi, leader, de faire germer cette envie dans leur être, dans leur tête, leur cœur, leur tripes. Alors Vincent, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? Je l'ai choisi parce que mon livre donne beaucoup de choses. Mon livre ne résume pas, mais il est vraiment basé sur 40-45 ans de leadership. Et là, je donne un certain nombre de convictions qui sont pour moi très fortes et que j'ai mis en œuvre, que j'ai découvertes sur le terrain dans la direction des femmes et des hommes, et ensuite que j'ai mis en œuvre et que j'ai amélioré. Avec cette première conviction, c'est ma confiance dans l'homme, dans l'humain. L'homme est capable du meilleur. À condition que j'ai créé les conditions. Ça, c'est absolument fondamental. Et ces conditions, c'est que je dois lui donner envie. L'homme doit avoir envie. L'homme est en vie. Je cite dans mon ouvrage Pierre Schoendoerfer, dans le Crabe-Tambour, qui dit, je ne crois pas me tromper beaucoup, « Le désir obscur des hommes est moins d'être libre que d'être inspiré. » D'être inspiré, c'est-à-dire d'avoir envie de quelque chose. Eh bien, c'est ça, le leadership. Et c'est ce que j'exprime dans mon livre. Je le ramasse un peu dans cette petite partie de mon introduction, dont on trouve aussi beaucoup d'autres choses. Mais vous savez, le leadership n'est pas basé sur 4000 petites idées. Il faut dire bonjour le matin, il faut lui donner du café. Non, pas du tout. Je dois comprendre les éléments fondamentaux qui font fonctionner l'âme humaine, l'esprit humain, et je dois me poser la question de savoir, au fond, qu'est-ce que je veux obtenir de leadership ? Comment ça marche et quels sont les effets à obtenir par le leadership. C'est ça qui est fondamental et je le fais à partir de quelques idées et dont ces quelques idées que je viens de lire dans l'extrait que vous m'avez demandé de citer. Alors, selon votre expérience de conseiller stratégique et en leadership, quelle est la principale difficulté à laquelle sont confrontés les dirigeants d'aujourd'hui ? Alors, la principale difficulté, il y en a plusieurs, mais disons les deux grandes difficultés, c'est justement qu'ils ne font pas souvent le lien entre la stratégie et le leadership, alors que c'est fondamental. La stratégie, elle ne vaut que par son exécution. Et l'exécution, c'est bien l'affaire des femmes et des hommes qui me sont confiés dans l'entreprise, dans l'armée, etc. Et donc, je ne peux pas être bon stratège si je ne suis pas bon leader. Et je crois, parce que je suis dirigeant, parce que je suis colonel, parce que je suis contremaître, etc., que moi, au fond, c'est de concevoir les choses et que les choses se feront d'elles-mêmes. Évidemment pas. Il y a ce lien intrinsèque entre les deux et fondamental. Quand je définis la stratégie, il y a plein de façons de définir la stratégie, mais je dis être stratège, c'est vouloir. Le stratège est quelqu'un qui veut l'avenir, qui rêve d'avenir. C'est vouloir et faire vouloir. Parce que si je suis incapable de faire vouloir, ça ne sert à rien de vouloir. Et donc, il y a bien un lien intrinsèque entre la stratégie et le leadership. Et d'autre part, il faut que je fasse vouloir. Ce qui veut dire que quand je définis mon ambition, mon objectif, il faut bien qu'il soit défini en même temps, en fonction de leur capacité à faire vouloir. Il faut que ça donne envie. C'est pour ça que je vois, j'ai un cabinet, vous l'avez rappelé, de conseil en stratégie. Quand je vois un chef d'entreprise qui définit son ambition en chiffre d'affaires, évidemment, ça ne peut pas marcher. C'est pas ça. L'homme a envie de grandir, d'aller vers quelque chose qui est beau ou de développer sa technicité. Enfin, il y a des envies chez l'être humain qui sont très légitimes, mais l'être humain n'a pas envie du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pas son affaire. Et donc, quand je conçois mon ambition, je la conçois de manière à ce qu'elle donne envie. C'est pour ça que j'écris également dans mon livre, c'est que en stratégie comme en leadership, il n'y a pas de résultat.
Il n'y a que des résultantes. Et si je vise directement, je n'y arriverai pas. Et puis, la deuxième chose, mais je l'ai déjà dit, c'est évidemment de comprendre que l'homme est d'abord envie, il est émotion, et donc je dois créer de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Souvent, on dit, je dirige, je suis chef, je donne un ordre. Mais ça suffit pas. Ça, c'est l'autorité légitime. On m'a nommé directeur général, donc tu m'obéis. Mais ça dure combien de temps? Pas longtemps. Après, vous savez, il y a l'autorité, j'en parle, l'autorité d'expertise. Tu m'obéis parce que je suis bon dans mon métier. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'avec d'autres auteurs d'ailleurs, moi je pense que la bonne autorité, c'est l'autorité de conviction. Je vais te convaincre que au fond, il faut venir avec moi et que tu as intérêt et que ce que nous allons faire ensemble, c'est formidable. Et là, je me permets de citer Goethe, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Goethe dit: il reste toujours assez de force à quelqu'un pour accomplir ce dont il est convaincu. Donc le temps de la conviction, ça n'est pas un coût, c'est un investissement. Regardez la guerre terrible, horrible aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi est-ce que l'Ukraine tient? Ils sont moins nombreux, ils ont moins d'armement, etc. Ils tiennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont fondamentalement convaincus de leur ambition commune, qui est l'Ukraine doit vivre. De l'autre côté, les soldats de Wagner, de Prigojine qui sont envoyés, ils sont convaincus de rien du tout. C'est pour ça qu'ils meurent 10 fois plus que les soldats ukrainiens et que finalement, malgré leur masse, ils n'arrivent pas à des résultats probants. À la fin, la difficulté pour nos stratèges aujourd'hui, c'est de comprendre qu'ils ne peuvent pas ordonner, ils doivent obtenir, et donc ils doivent convaincre les femmes et les hommes de l'intérêt pour eux-mêmes, de l'endroit ou de l'ambition vers laquelle ils doivent les conduire. Alors, comment convaincre? Comment convaincre? Quelles sont les clés de l'assertivité? On convainc d'abord si on est clair. Si on est clair. Je vois combien d'entreprises, le chef me dit, voilà, on va faire de la stratégie, et je dis, très bien, où veux-tu être en 2027? Ah, il me dit, ça, je sais pas. Je lui dis, si tu sais pas où tu veux aller, tu peux pas faire de stratégie. La stratégie, elle commence par définir un objectif. Et dans un de mes précédents livres, j'ai interviewé Antoine Frérot, qui était le président de Veolia. Il n'est plus que président maintenant. Et il était très clair. Il disait, si vous n'avez pas formulé de manière claire et simple votre vision, vous n'emmènerez personne. Et alors, c'était particulièrement frappant chez Veolia, puisque Veolia est une entreprise gigantesque, qui est sur tous les continents. Et donc, il faut bien que les gens aient ce point de convergence là-haut. Donc, je ne peux pas convaincre si je n'ai rien sur quoi je dois convaincre. Donc, la première chose, c'est de donner du sens. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Les hommes, aujourd'hui, infiniment plus, évidemment, qu'au début du XXe siècle, avec Taylor, Fox, etc., qui ne donnaient pas de sens du tout, l'être humain a besoin de sens. Une fois qu'on a compris ça, je dois donner un sens à leurs efforts. Vous savez, on a des bonnes formules dans la langue française. Par exemple, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de quoi? Ça vaut le coup de ma peine. Ou on dit même, ça vaut la peine. Oui, tout ça a du sens. Et donc, pour convaincre, il va falloir donner du sens. Et ce sens, je dois le ramener à chacun des individus. Parce que ça vaut ma peine à moi, que je vais donner au fond, pas pour l'entreprise, mais pour moi. Et donc, je convainc, si j'arrive à relier le destin collectif et le destin individuel, ça, c'est absolument fondamental. Donc, le premier objet qui va permettre de polariser les volontés, c'est un aimant. Et cet aimant, il va attirer. Je donne l'exemple du professeur de mécanique en 6e ou en 5e qui met de la limaille sur la feuille de papier, et puis il y en a partout, ça marche pas. Alors tout d'un coup, il apporte un fer à cheval bleu et rouge qui est un aimant, et tout d'un coup, on voit la limaille se mettre en ligne pour converger. C'est ça. Pour convaincre, il faut quelque chose qui me permette de polariser, qui m'attire véritablement. Si je ne convainc pas, les gens ne s'engageront pas. Si vous avez convaincu, alors votre collaborateur, au lieu de dire « Ok, je vais aller voir mon médecin pour prendre 15 jours d'arrêt de travail », il dit « Non, je suis un peu enrhumé, mais j'avance quand même parce que ça vaut la peine, ça vaut ma peine. » Alors, cette peine n'est pas forcément financière. Enfin, je veux dire, ce que ça rapporte, ça peut être financier, mais c'est pas le plus important parce que, selon le vieux proverbe français, gâteau avalé n'a plus de goût. Et donc, on est toujours en demande. Et donc, souvent, la rétribution de l'effort, c'est la rétribution de la qualité des relations humaines, de la reconnaissance individuelle, du plaisir d'être ensemble, du plaisir de l'effort accompli, du succès accompli ensemble. Donc, si je veux arriver à convaincre, je dois bien comprendre comment fonctionne l'âme humaine, ce que l'homme désire profondément.
Le manager ou le bon leader doit être aussi un psy? Je suis pas sûr. Si, je suis pas sûr, mais en tout cas comprendre. Alors, j'ai fait pas mal d'études dans différentes matières, mais ce qui m'a apporté le plus, c'est mon master 2 en sociologie des organisations. Ça, je trouvais que ça a été fascinant. Alors, je pense que si j'avais été fait de la psy, ça m'aurait aussi beaucoup apporté. Mais déjà, la sociologie, quelque chose d'important. Comment, au fond, regarder un groupe de femmes et d'hommes et faire en sorte qu'ils avancent? Quels sont les ressorts? Alors, un psy, non. Mais si, moi je pense que la psychologie doit pouvoir aider, sûrement. Mais j'en ai pas fait, donc je peux pas dire. Moi j'ai fait de la socio et je sais que la socio, ça m'a aidé énormément. Mais en tout cas, même si je suis pas psy, je dois m'intéresser véritablement à celui qui est en face de moi. Et quand je m'intéresse à lui, essayer de comprendre. Napoléon était un très grand leader, un très grand stratège et un très grand leader. Et il était très grand stratège parce qu'il était un très grand leader. Et il y a une formule que j'aime bien chez lui: j'ai gagné mes batailles avec le rêve de mes soldats. Il dit ça, vous savez, à Sainte-Hélène, quand il dicte ses mémoires à Las Casas. Mais il dit aussi, quand le rêve est mort, dans le sang des centaines de milliers de soldats morts sur les champs de bataille d'Eylau, d'Austerlitz ou de Wagram, eh bien, le rêve est mort et les soldats n'ont plus avancé. Et donc, je dois m'intéresser. Qu'est-ce qui intéresse les autres? C'est pour ça que je ne peux pas être stratège si je suis pas leader, et je suis pas leader si j'ai pas d'empathie. Je m'intéresse sincèrement aux autres. Je me préoccupe des autres. Napoléon disait, un capitaine doit connaître le nom, le prénom de ses soldats, mais leur pays, le petit village d'où il est, pour comprendre au fond quels sont ses ressorts internes. Alors, psychologie, ça doit sûrement aider, mais en tout cas, s'intéresser sincèrement aux autres, en tant que personne humaine, ça, c'est sûrement absolument fondamental. Qui incarne, selon vous, le parfait leader d'aujourd'hui? Je sais pas. D'abord, il y a des tas de leadership différents, mais qui sont tous basés sur les mêmes vérités. Alors, je pense qu'on ne peut pas être un très grand chef d'entreprise sans être un grand leader. Donc, quelque part, évidemment, Elon Musk est un grand leader, ou Jeff Bezos est un grand leader. Alors, vous pouvez dire, mais ils ont quand même des caractères un peu particuliers, certes. Mais, par exemple, Musk, c'est quelqu'un qui fait rêver. Il emmène toujours plus haut. Il donne du rêve. Nous, on va pas inventer la voiture. On invente quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un ordinateur qui roule. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est pas une voiture. Voilà. J'invente quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller dans l'espace. Et vous allez voir, ensemble. Et puis maintenant, on va aller sur Mars. Donc, il a des qualités. Je pense qu'il a de graves défauts comme leader. Mais, en tout cas, il va arriver à donner du rêve. Et la difficulté aujourd'hui, ce sont chez nos hommes politiques, dans lequel, parce que la société est devenue très individualiste, on a beaucoup de mal à trouver de grands leaders, parce que le grand leader, si je reprends l'expression de Napoléon, c'est quelque part quelqu'un qui fait rêver. Et on voit bien la difficulté qu'ont nos hommes politiques aujourd'hui à faire rêver. Il n'y a pas de grands projets. Je crois que l'Europe pourrait être un grand projet, mais qu'il n'a jamais été véritablement, jamais véritablement. Et aujourd'hui, peut-être que cette guerre en Ukraine aura peut-être l'intérêt de nous amener à penser que l'Europe est absolument fondamentale si on veut éviter la guerre dans 30 ans. Et peut-être cela nous donnera-t-il à nouveau du rêve, peut-être cela fera-t-il germer à nouveau des grands leaders qui vont s'appuyer sur un grand rêve. De Gaulle s'appuie sur un grand rêve. C'est le rêve. Il le dit dès la première ligne de ses mémoires. Il dit: toute ma vie, j'ai eu une certaine idée de la France. Et cette idée de la grandeur, cette idée que la France était quand même un pays exceptionnel, il a réussi à la communiquer. Et donc, il a été un leader absolument gigantesque, ramenant à lui même ses pires ennemis, les FTP. Et donc, aujourd'hui, trouver des grands leaders, c'est très compliqué. Plus les sociétés sont individualistes, plus c'est compliqué. Le président Macron a beaucoup de mal à fédérer autour de lui, peut-être des types trop rationnels. Joe Biden a du mal à fédérer autour de lui. Est-ce que le président Xi Jinping est un grand leader? J'en sais pas, parce que lui, il contraint par la force. Et je crois que les leaders qu'on pourrait citer, c'est plutôt des leaders spirituels qui arrivent à amener derrière de grandes idées, qui arrivent à fédérer autour d'idées qui permettent de transcender le quotidien. Vincent, est-ce que les temps de crise sont des circonstances ou un terreau favorable effectivement à la naissance du leadership ou d'un leader?
Sûrement, parce que le temps de crise produit deux choses. D'une part, il faut bien que quelqu'un dirige, et les humains comprennent qu'ils doivent, vous savez, remettre leur destin à quelqu'un qui va les guider et qui doit faire collectif. Et le collectif, je le fais derrière quelqu'un. Donc, le temps de crise, alors regardez Churchill, regardez De Gaulle, regardez les grands chefs militaires, etc. Mais moi, je ne veux pas qu'on sorte de cet entretien en disant les grands leaders sont tous connus. Moi, pour travailler tous les jours ou presque dans les entreprises, moi, je vois des tas de leaders admirables, qui sont pas forcément connus parce qu'ils dirigent une PME de 10 à 50, 100 ou une ETI, mais qui arrivent parce que ce sont des leaders formidables à embarquer, à faire en sorte qu'une équipe s'auto-embarque derrière eux, à rendre leur personnel heureux d'appartenir à l'équipe, d'avancer et d'être heureux ensemble. Donc, les grands leaders, il y a des grands leaders connus, parce que l'histoire a fait qu'ils sont connus, mais je crois qu'une société est pleine de leaders. Et si l'économie française fonctionne bien, elle le doit à ces milliers de petites entreprises qui sont en général dirigées par des grands leaders qui arrivent à créer du collectif derrière eux. Et je crois que, de toute façon, on ne peut pas être chef d'entreprise derrière sans être un véritable leader. Alors, la difficulté qu'ils ont souvent, c'est qu'ils n'ont pas raisonné. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai écrit cet ouvrage. Je me suis dit, les gens le font, et pourraient être encore meilleurs s'ils avaient bien formulé les règles qui permettent de dépasser l'instinct du leader et d'arriver à mettre des noms sur les choses et à avoir un certain nombre de pratiques qui permettent d'avancer. Mais une société comme la société française, elle est pleine évidemment de grands leaders, même s'ils ne sont pas tous connus. Alors, comment êtes-vous arrivé à faire ce que vous faites aujourd'hui ? Quoi ? Ce livre, votre carrière militaire, tout ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, moi, je crois que je suis un passionné. C'est aussi mon défaut, mais je suis un passionné et je suis un homme de conviction. Je suis devenu soldat pour deux passions. La passion de la France, parce que, voilà, moi, j'étais évidemment pas connu les deux guerres mondiales, mais mes familles les connaissaient, la France, etc. Moi, je suis un passionné de la France, qui est un pays remarquable. Et quand, à un moment donné, j'ai dû choisir un métier, je me suis dit qu'il n'y avait pas de plus beau métier que de choisir de défendre ce très grand pays qu'est la France. Et la deuxième chose, la passion des êtres humains, qui m'est venue de la montagne. Parce que j'ai une passion. Une autre passion, c'est la montagne. Et le plaisir de la montagne, c'est le plaisir du collectif, le plaisir de réaliser quelque chose ensemble, de se dépasser, d'aider les uns et les autres, à un moment donné, de se faire aider vers un objectif. Et j'ai dit donc passion pour la France, et puis le seul métier finalement où on me payait pour être dans la difficulté quasi permanente avec d'autres êtres humains, c'était le métier de soldat. Bon, on peut être pompier, il y a des tas de métiers, policier, etc. Mais quand vous êtes soldat, c'est clair, c'est au cœur du métier. Et donc, c'est bien ma passion pour la France, ma passion pour l'être humain qui m'a amené, et ma confiance, ma très très grande confiance dans l'être humain que j'ai découvert chaque jour, capable toujours du meilleur, encore une fois, si on en crée les conditions. Et puis ensuite, mon métier a été la guerre. Mon métier a été la guerre que j'ai pratiqué moins que d'autres et plus que d'autres. Bon, voilà, je suis le soldat de mon époque. Bon, mais ce que j'ai compris aussi, c'est que la guerre mettait à nu l'être humain, parce que la guerre extirpe de l'être humain le meilleur et le pire. Et la guerre est un objet social très compliqué, très complexe, d'ailleurs que personne ne domine. Regardez la guerre aujourd'hui, personne ne la domine, on ne sait pas où elle va, et voilà. Et donc ça m'a amené à faire des tas d'analyses différentes. Soit je suis historien, je suis docteur en histoire, j'ai fait de la socio, j'ai un peu tout fait pour arriver à comprendre la guerre. Et comme je suis un homme de conviction, j'ai cherché à convaincre, ce qui explique les différents ouvrages que j'ai pu écrire. Au début, j'ai cherché à expliquer la guerre, à travailler beaucoup sur la guerre. Et mon troisième livre, on va oublier les deux autres pour l'instant, mon troisième livre s'appelle « Comprendre la guerre ». J'ai travaillé et puis j'ai compris un certain nombre de façons, de règles qui permettaient de comprendre comment fonctionnait cet objet très très complexe et quasiment immaîtrisable. Donc c'est ma passion de faire comprendre qui m'a amené à écrire ce livre-là. Ensuite,
j'ai été très vite un passionné de stratégie, parce que je suis historien. Et j'ai compris, si vous voulez, qu'il y avait beaucoup de guerres dans lesquelles les gens mouraient pour pas grand-chose, parce que c'était des guerres dans lesquelles il n'y avait pas de stratégie, il y avait que de la tactique. Et donc, je suis devenu un passionné de stratégie. J'ai fait, mes derniers postes sont mis dans les armées, sont consacrés à la stratégie, dont la direction de l'école de guerre que vous avez rappelé, où il s'agit de prendre les meilleurs tacticiens des armées, des gens très intelligents, qui ont fait des tas d'études, qui ont fait la guerre à droite et à gauche, mais qui sont des tacticiens. Et donc, il faut les transformer en stratèges, parce que ce qu'on demande à un officier général, c'est d'être stratège. Et puis, voilà, ça m'a amené à enseigner. Je me suis dit, mon expérience, je pouvais la transmettre. Je me suis tourné vers la jeunesse de France, et donc j'ai enseigné, j'enseigne toujours à la stratégie à Sciences Po. Je suis professeur des universités associées. Et puis, j'ai enseigné pendant 11 ans à HEC. Là, je viens d'arrêter d'enseigner la stratégie à HEC. Et puis, j'ai créé ce cabinet de conseil en stratégie. Et puis, j'ai écrit des livres sur la stratégie, beaucoup. Et puis, mais je ne voulais pas ne pas écrire un livre sur le management. Parce que ça aurait été contre ma certitude, si vous voulez, que vous ne pouvez pas séparer la stratégie de leadership. Je ne sais pas si j'écrirai encore des livres. Je suis pas sûr, parce que je crois que j'ai à peu près écrit tout ce que j'avais envie de dire. Et je voulais peut-être, reprendrai-je la plume, mais en tout cas, je ne voulais pas m'arrêter avant d'avoir écrit ce livre « Devenez leader », qui est vraiment basé sur 40 années de management. Et moi, j'ai voulu donner tout ce que j'ai appris. Encore une fois, avec mes échecs, mes erreurs, j'ai commencé comme étant sûrement un très mauvais leader. Je pense qu'à la fin, j'étais pas trop mauvais. Et tout ça, moi, je veux le donner pour que les leaders d'aujourd'hui puissent s'imprégner de ce que j'ai vécu moi et puis grandir un peu dans leur métier absolument noble de direction des femmes et des hommes qui leur sont confiés. Alors effectivement, votre ouvrage est riche d'expérience et d'une authenticité remarquable. Quel livre, chez vous, a bouleversé votre compréhension du monde, vos croyances ? Écoutez, moi j'ai beaucoup lu sur la guerre. J'ai beaucoup lu sur la guerre, et un livre qui m'a sûrement transformé, c'est un livre que beaucoup citent et peu ont lu, qui est l'ouvrage de Clausewitz, qui s'appelle « De la guerre ». Qui s'appelle « De la guerre », qui est un livre ancien, puisqu'il a été publié vers 1830. Mais Clausewitz, c'est un général qui se bat 10 ans contre Napoléon, et qui va en tirer à la substantifique moelle. Et pourquoi ce livre est passionnant ? Parce qu'il ne parle que d'humain. Il comprend que la guerre, c'est pas un problème d'armement, c'est pas un problème de technologie. La guerre, c'est un problème humain. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut étudier les guerres d'hier, la guerre du Péloponnèse, entre Sparte et Athènes, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est une matrice de la guerre, comme beaucoup d'autres. On peut lire les grands livres sur la guerre. C'est toujours des livres qui vont aller rechercher au fond de l'âme humaine ce que produit la guerre sur l'humain et comment l'humain, malgré tout ça, peut arriver à se sortir de ce phénomène absolument brutal et souvent barbare qu'est la guerre. Donc ça a sûrement été un livre qui m'a beaucoup fait avancer. Ensuite, j'ai lu beaucoup d'ouvrages de philosophie, parce que je pense que les philosophes apportent beaucoup, parce qu'ils donnent beaucoup à penser, à réfléchir sur l'âme humaine. La différence entre un philosophe et un stratège, c'est que la philosophie, on ne sait jamais trop si c'est une bonne ou une mauvaise philosophie. Mais elle est utile, parce que le stratège, lui, c'est quelqu'un qui délivre. Le mauvais stratège, c'est celui qui ne produit rien. Mais si je ne produirai rien, si j'ai pas compris comment fonctionnent les femmes et les hommes, et donc je crois qu'on a toujours intérêt à aller se retourner vers les grands philosophes qui sont allés sculpter l'âme humaine. En quoi croyez-vous ? En quoi je crois ? Oui. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi je crois en l'être humain. Et ça, c'est fondamental. On peut pas faire le métier que j'ai fait, où il m'est arrivé de risquer ma vie, on peut pas... Si on ne croit pas en l'être humain, moi je crois fondamentalement en l'être humain. Et je crois que l'être humain, j'aime bien la phrase qui dit « l'homme est comme on le considère ». Et si je crois en l'être humain, alors il sera formidable. Donc je crois d'abord en l'être humain. Ensuite, je l'ai dit, je crois en la France. Ça, c'est deux choses à laquelle je crois. Et je crois que il est possible de créer le meilleur entre les hommes, en comprenant que le lien est ce qu'il y a de plus important, qu'une société humaine, c'est une société du lien entre les êtres humains, des liens entre l'être humain et ceux qui les gouvernent. Et là, on a une vraie difficulté aujourd'hui. Donc, je crois beaucoup dans le lien. Le métier du leader, c'est de créer du lien vertical, de créer du lien horizontal. Donc, moi, je crois en l'être humain, la femme et l'homme, capables du meilleur, qui seront comme on les considère. Je les regarde dans les yeux, je leur fais confiance et j'ai raison de le faire. Moi, je crois en la France parce que la France n'a pas fini de donner. Et au-delà de la France, je crois en l'Europe aussi, parce que la France ne sera plus demain si elle n'est pas dans un ensemble plus grand
capable de protéger nos valeurs. Et l'Europe mérite d'être défendue. C'est le continent des Lumières, c'est le continent de l'art, etc. Et je crois que nous méritons d'être défendus contre les influences externes qui pourraient porter préjudice à tout ce que nous sommes depuis des siècles. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Qu'est-ce qui m'inspire ou m'émeut ? Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi, je suis très sensible à la musique classique qui m'émeut, bien sûr. Ensuite, comme moi, j'aime profondément les êtres humains, je dirais que la misère humaine, moi, me touche beaucoup. Nous sommes tellement petits devant l'immensité de la misère humaine et on ne peut pas régler tous les problèmes. C'est ce que disait le Premier ministre Rocard. Il a absolument raison. Mais évidemment, la misère humaine m'émeut. Et c'est pour ça que je crois aussi que je suis soldat. Au bout d'un moment, le soldat, on devient soldat parce que, je vous l'ai dit, on aime bien la fraternité, etc. On comprend pas très bien. Et puis, on comprend assez vite aussi que le soldat, il est là pour protéger la paix, que la guerre produit de la misère, regardez l'Ukraine, et que toute la noblesse du soldat, c'est par la maîtrise des armes, arriver à produire de la paix et donc à éviter la misère et les drames humains. Ça, c'est toute la noblesse du soldat qui a un rôle tout à fait important à jouer dans la société, bien sûr. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Ce qui m'effraie, c'est l'incapacité des hommes à penser collectif. Chacun pense pour lui. Or, le monde vers lequel nous allons est un monde qui sera probablement beaucoup plus dangereux que le monde d'où l'on vient. Et c'est particulièrement vrai, évidemment, de l'Occident. L'Occident ne protégera ce qu'il est que si les égoïsmes arrivent à se maîtriser et à comprendre que l'homme n'est rien, que l'égoïsme n'est rien, parce qu'il tue l'égoïsme en lui-même, puisqu'il tue l'humain, et que donc je dois dépasser l'égoïsme pour aller penser quelque chose de plus grand. Donc ce qui me fait peur, c'est l'individualisme. Il n'y a pas de succès sans collectif, il n'y a pas de succès humain sans société sereine, dans laquelle on comprend que, au fond, le vivre ensemble est tellement plus important que le vivre bien tout seul. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Alors ça, c'est simple, c'est le sport le matin. Le sport le matin me fait beaucoup de bien. Ce qui me fait aussi beaucoup de bien, c'est de sortir de ma bulle. Et je m'y efforce. J'ai eu la chance d'avoir un métier qui m'a amené, pas tout à fait, mais presque dans tous les pays du monde. Et ça m'a permis de comprendre le monde dans lequel j'étais, de relativiser. Ça aussi, c'est ce qui me fait peur. C'est l'incapacité des êtres humains à relativiser, à comprendre, à regarder les autres, à comment ils sont par rapport aux autres. La France est un pays tellement extraordinaire, dans lequel nous sommes tellement protégés, tellement coconnés, que quand on se promène dans les autres pays, moi j'ai beaucoup été en Afrique, vous dites, ok, quand même, quoi, regardons. Et donc, ça me fait du bien. Donc je voyage beaucoup, je voyage le plus possible pour aller ailleurs, pour voir les autres, comment ils vivent, et puis pour porter un regard sur la France, sur notre société, à partir des pays étrangers. J'ai vécu longtemps étranger, j'ai vécu 10 ans en Allemagne, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, et en particulier ces 5 années aux États-Unis ont été une révélation pour moi, parce que quand vous vous regardez de l'autre côté de l'océan, alors vous vous voyez infiniment mieux. Et je pense que ça fait toujours du bien à l'humain de sortir de lui et de se regarder avec les yeux des autres. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ? Mais je suis désolé, mais je reviens toujours à la même idée. Crois aux autres. Fais le pari de l'autre. Fais le pari de l'autre. Quand je regarde quelqu'un, vous savez, dans les armées, vous ne pouvez pas ne pas faire confiance. Vous avez, on vous donne des gens, vous êtes avec des Anglais, des Allemands, et puis vous allez risquer votre vie avec, vous allez faire une opération avec, et vous faites confiance. Et donc, nous, on est absolument obligés de faire le pari de la confiance, le pari de l'autre. Et ça me paraît fondamental. Faites le pari de l'autre. Quand je vois quelqu'un, moi, je lui fais confiance a priori. Ce qui m'amène parfois à de très fortes déceptions, mais pas suffisamment pour me laisser croire que je dois abandonner cette confiance viscérale que j'ai dans l'être humain. Ce qui me fait du bien, la phrase qui me fait du bien, c'est de me dire « Vas-y, Vincent, fais le pari de l'autre, tu auras, dans 99% des cas, tu auras raison. » Eh bien, merci, Général. C'était un plaisir, merci beaucoup. Vous m'avez poussé au fond de mes retranchements avec des questions évidemment pas révisées. Vous étiez parfait.
Alors, comme l'avait écrit Montesquieu, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Une posture qui, selon le général Desportes, conduit le bon leader à endosser bien plus un costume de jardinier que celui de super-héros. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur bloomingnew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.